Bien bonjour, je commençais ce flux vidéo pour les terminales S avec une vue oblique de Séoul. Séoul, donc c'est la capitale de la Corée du Sud. Et puisque nous allons évoquer l'Asie comme mer de puissance, c'est intéressant peut-être de ne pas se focaliser uniquement sur la Chine, mais de penser qu'il y a beaucoup de pays asiatiques qui font partie aujourd'hui des grandes puissances mondiales. Alors la Corée du Sud est typique de ces nouveaux pays industrialisés d'Asie, les NPIA, qu'on surnomme aussi les dragons, qui aujourd'hui sont considérés comme des pays du Nord, alors que il y a 40 ou 50 ans, ils émergeaient à peine du sous-développement. Autrement dit, euh, pour paraphraser un officiel américain, la partie du monde qui a pris un ascenseur pour la modernité, qui a bien profité de la mondialisation, c'est sans doute l'Asie, notamment l'Asie de l'Est. Alors aujourd'hui, on va faire un petit topo rapide sur le cours de géographie qu'on était censé faire cette semaine, donc sur l'ascension de l'Asie comme ère de puissance. Et je vous ai donné un devoir à faire, pas pour la semaine prochaine, mais pour la semaine suivante, sur la Chine. Peut-être qu'on y viendra un peu tout à l'heure, qui vous permettra de réviser aussi. Bonjour amis, bonjour à toutes. Et donc, oui, je vous disais que je vous ai donné un petit exercice à faire pour le 16 avril qui vous permettra de réviser en même temps la méthode du commentaire de document. Alors, oui, aujourd'hui, on va dire qu'on si on avait été en classe, on aurait essayé de faire ce chapitre en une semaine, même si on voit bien que c'était un peu compliqué, parce qu'il y a deux questions dans ce chapitre. Donc, on va essayer d'en traiter au moins une aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vous ai donné cet exercice à la maison. Ça permettra de faire la transition peut-être avec la deuxième question sur laquelle on reviendra plus tard. Alors, pour ce qui est des terminales S, donc ce sera notre chapitre 5. Chapitre 4, c'était les dynamiques des grandes aires continentales, l'Afrique. Alors on vient de terminer en fait. On avait fait ensemble le début du chapitre sur l'Amérique, on a terminé. Là, on vient de faire en une semaine les deux questions qu'il y avait à traiter, c'est-à-dire l'Afrique dans la mondialisation et l'étude de cas du Sahara. Je vous demande de prendre les notes au fur et à mesure si possible, et sinon de rattraper pendant les petites vacances là, qui vont commencer officiellement le 18 avril, parce que on va pas envoyer de cours pendant les 2 semaines de vacances, mais c'est pour que vous soyez au point quand même et que vous rattrapiez tout le téléenseignement que vous avez eu pendant le confinement, en espérant que les choses vont rentrer dans l'ordre et revenir à la normale début mai, ce que souhaite apparemment le ministère. Bon, si ce n'est pas le cas, on essaiera de s'adapter, mais si vous revenez début mai, on considérera que vous avez fait l'Afrique et l'Asie, on pourra le réviser un petit peu, mais on ne va pas refaire le cours une deuxième fois, bien sûr. Alors, comme aire de puissance, l'Asie, petit chapitre donc de 2 ou 3 heures de cours, 4 si on a de la chance, on n'a pas beaucoup le temps d'aller au fond. Alors, la question, c'est les enjeux de la croissance, les défis, si vous voulez, à relever pour ce qui est de la croissance économique de la Chine, du Japon notamment, et de toute l'ère asiatique. Alors, la problématique que l'on retient souvent, c'est la problématique suivante. En quoi l'Asie est-elle une ère en expansion? Alors, vous voyez que cette histoire d'ère en expansion, c'est une problématique d'autant plus intéressante que la réponse qu'on va lui apporter est une réponse qui change. Autrefois, il était facile de montrer que l'Asie était doublement en expansion. C'était une ère de puissance nouvelle, émergente, dont la croissance économique était très soutenue. Donc on peut parler d'expansion quand la croissance économique s'emballe, elle est très très forte, elle va en augmentant. Et on est dans une phase ascendante du cycle économique, si vous faites de l'économie. Alors pendant 20 ou 30 ans, la croissance mondiale a été tirée par l'Asie, c'est-à-dire que la croissance était molle en Europe, très faible, elle était très très soutenue en Chine, très très soutenue en Inde, en Corée, à Taïwan, un peu partout. Et donc, il y avait bel et bien expansion économique en Asie. Deuxième point, évidemment qu'il y a aussi une expansion spatiale ou territoriale, c'est-à-dire que l'espace mondialisé se dilate, il y a de moins en moins d'espaces qui sont les angles morts, des isolats. Alors, les angles morts, c'est des régions un peu délaissées. En Asie, on pourrait citer
le pays du bonheur, le Bhoutan, qui est très très isolé, il y a très peu d'activités en lien avec le monde extérieur, ou bien des isolats, c'est-à-dire des pays qui se sont fermés ou qui ont été mis sous embargo et qui communiquent assez peu avec le reste du monde, qui ont peu d'échanges, en Asie, la Corée du Nord. Donc ça existe même en Asie, mais on va dire qu'en Asie, il y a de moins en moins de ces isolats, de ces angles morts, et que donc l'espace mondialisé se dilatait notamment en Asie. Autrement dit, l'Asie était doublement en expansion, très très fort taux de croissance, les meilleurs taux de croissance du monde, on pouvait dire ça. Et puis, à côté de cette augmentation très sensible de la prospérité et du niveau technologique des États de la région, il y avait cette capacité à se mieux développer, c'est-à-dire par exemple que la famine a reculé en Asie, même en Inde. C'est pas toujours le cas en effectif, en tout cas en Afrique. Donc si on doit comparer, l'ascension, je vous dis, de certaines puissances asiatiques était tout à fait spectaculaire. Il y avait donc une expansion économique, un développement, et puis une expansion spatiale, une dilatation de l'espace mondialisé en Asie. Bon, voilà la réponse qu'on pouvait donner à la problématique, l'Asie est-elle en expansion? Vous voyez qu'aujourd'hui on pourrait ajouter quelque chose, une troisième partie peut-être à un plan de devoir, ou en tout cas faire une réponse légèrement différente. C'est-à-dire que, effectivement, la dilatation de l'espace mondialisé s'opère en Asie, mais on voit que la Corée du Nord reste marginale de toute façon. Simplement, il y a une meilleure intégration régionale entre les grandes puissances de la zone. Donc, de ce point de vue-là, ça reste vrai. L'expansion donc de la mondialisation se fait dans l'espace en Asie. Par contre, vous voyez qu'on est à l'heure de la slowbalization, disent les Anglais. En gros, c'est l'ère de la mondialisation molle. La croissance a bien ralenti et on ne peut pas dire que l'Asie aujourd'hui tire la croissance mondiale. Alors c'est vrai qu'on entend souvent affirmer que la Chine est l'atelier du monde. La Chine exporte beaucoup de produits de toutes sortes chez nous et elle s'est substituée souvent, son industrie manufacturière en tout cas s'est substituée à la nôtre. C'est l'effet des délocalisations. On le voit avec les polémiques en France sur le masque, puisque les dernières usines qui fabriquaient à grande échelle des masques chirurgicaux jetables, par exemple, ont été pour la plupart fermés en Europe, vu que la production en Asie était beaucoup plus rentable du point de vue des propriétaires de ces entreprises, le coût de main-d'œuvre étant tellement inférieur que le coût du transport, finalement, impactait peu les profits de l'entreprise. Alors, il est clair que, malgré tout, ça n'est plus vrai. L'Asie ne connaît plus de très très forts taux de croissance. Alors, tout est relatif. Souvent, la croissance des pays asiatiques reste supérieure à la croissance des pays européens. Mais enfin, elle s'est beaucoup tassée. Alors, c'est vrai à l'échelle du monde pour la plupart des pays émergents, mais c'est particulièrement sensible en Asie, où les taux de croissance annuels à deux chiffres, ça n'existe plus. Donc, il y a un ralentissement de l'économie asiatique, comme il y a un ralentissement des échanges et de l'expansion économique dans le cadre de la mondialisation depuis au moins une vingtaine d'années. Autrement dit, on pourrait dire que l'Asie n'est plus une ère en expansion aussi arrogante qu'autrefois. L'une des raisons, c'est qu'on touche à certaines limites. Bon, des limites démographiques. La population de l'Asie ne cesse d'augmenter, mais elle augmente de moins en moins vite. De moins en moins vite, il y a un ralentissement. Et la Chine, de ce point de vue, ressemble pas mal à l'Europe ou à l'Amérique du Nord. Il y a moins d'enfants. En même temps, cette population augmente moins vite parce que la nourriture, l'espace, l'environnement doivent être ménagés. On ne peut pas considérer qu'il soit possible de remplir encore davantage les pleins en Asie. Vous savez que les trois principaux foyers de peuplement mondiaux sont en Asie, hein, Asie du Sud, Asie de l'Est, les deux principaux, et Asie du Sud-Est qui est quasiment équivalent au foyer européen ou nord-américain. Donc l'Asie est très très remplie, l'Asie est vieillissante, l'Asie est confrontée à des difficultés environnementales, à des problèmes d'approvisionnement en ressources. Elle les a surmontés, elle s'est développée, mais sa croissance est ralentie. Il n'y a rien que de très logique. Alors comme dans ce chapitre, on doit aussi comparer la Chine au Japon, et vous voyez que là, la problématique est un peu similaire à celle qui nous a inspiré quand nous comparions le Brésil, puissance nouvelle, ascendante, aux États-Unis, puissance mondiale, dominante, mais peut-être en déclin.
Bien, autrefois, il était assez facile de présenter le Japon comme une puissance mondiale établie, autrefois constitutive de la triade avec les États-Unis et l'Allemagne, et confronté au dynamisme de la Chine. Donc il y avait des perdants et des gagnants en quelque sorte. La situation est beaucoup plus complexe aujourd'hui puisque la Chine est en ralentissement économique et que finalement le Japon se maintient comme une grande puissance et qu'elle est peut-être plus influente politiquement qu'elle n'a jamais été, puisque la politique de Xi Jinping et de la Chine dans ces dernières années a été suffisamment provocante et inquiétante pour ses voisins pour qu'ils se rapprochent du Japon. Donc aujourd'hui, il y a des rivalités en Asie. C'est un point de faiblesse assez récurrent, mais qui a pris plus d'importance parce que, évidemment, en cas de conflit ouvert, euh, la croissance économique de la région serait atteinte, celle du monde aussi. Or, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'Asie est une zone instable. À la concurrence qui existe depuis longtemps entre la Chine et le Japon, et qui est une concurrence d'ordre surtout économique, symbolique, mais même territoriale, puisque certaines îles sont convoitées par les deux puissances. Il faut ajouter le problème de la Corée du Nord, qui n'est absolument pas résolu. Et donc, voilà, la Chine et le Japon, dans ces questions politiques, n'ont pas la même approche. Donc actuellement, c'est la Chine qui est vue comme une puissance potentiellement agressive, ne serait-ce qu'à cause de sa politique. On en a parlé en histoire du collier de perles, donc de ses ambitions maritimes en mer de Chine méridionale, alors que le Japon joue un rôle de protection des petites puissances asiatiques. Et ça permet au Japon d'effacer un petit peu le souvenir catastrophique qu'a laissé l'occupation japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu de réconciliation entre le Japon et ses voisins. Ça n'est pas comparable à ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne. Bon, donc, en gros, on pourrait faire trois parties. Premièrement, la croissance de la population, dire qu'elle s'est achevée, qu'elle est en voie de stabilisation, sauf en Asie du Sud. L'Asie du Sud, l'Inde, pour parler vite, est encore dans la deuxième partie de la transition démographique, dans le deuxième mouvement, et l'Inde va dépasser la Chine en nombre d'habitants incessamment. Si c'est pas l'année prochaine, c'est dans 4, 5, 10 ans. Et puis, vous aurez la question de la croissance économique. Là encore, il y a un ralentissement. Ça n'en demeure pas moins l'espace qui a le plus beau bilan derrière lui sur ces 30 dernières années. Et ensuite, dans la troisième partie, comparaison Chine-Japon, on pourrait introduire donc les limites de la croissance asiatique. Et vous voyez que, par exemple, la pandémie actuelle n'est pas une surprise. On sait que à peu près une fois par siècle, le monde traverse ce type de catastrophe sanitaire. Donc elle était assez attendue, bizarrement. L'impréparation dont les États ont fait preuve est assez surprenante, puisque on s'y attendait. Et souvent, ces épidémies viennent et normalement, elles doivent être bien gérées, vu qu'on a affaire à des pays qui se sont beaucoup développés, qui sont très efficaces. Alors justement, vous voyez que la crise du coronavirus, il est trop tôt pour en faire le bilan, mais il faudra voir si la Chine a bien géré la crise ou l'a mal gérée. Là, il y a un enjeu important pour la communication de la Chine. Les Chinois ont intérêt à dire qu'ils ont bien géré cette crise, évidemment. Bon, ils ont confiné, ils ont eu des résultats scientifiques assez rapides et ils ont jugulé l'épidémie, voilà ce qu'ils nous disent. Mais vous savez qu'on a encore des doutes sur le nombre exact de victimes, sur la possibilité qu'il y ait une résurgence de la crise sanitaire. Si on compare la Chine à d'autres pays de la région, Taïwan, Corée du Sud, par exemple, la Chine n'a pas été très efficace et c'est quand même de Chine qu'est parti le virus. En plus, les médecins qui ont lancé l'alerte en Chine ont été persécutés. Donc, cette crise du coronavirus, on verra ce qu'elle donne en termes de résultats. Ou bien la République populaire de Chine aura montré qu'en utilisant des moyens, y compris autoritaires, et en mobilisant tout l'appareil d'État, elle a affronté avec succès la pandémie, ou bien elle restera comme le foyer d'infection initiale, où la crise n'a pas été bien gérée au départ, ce qui est la cause, évidemment, de sa dissémination sur la planète.
au-delà des faits, il sera sûrement difficile de démêler dans un proche avenir, il sera très important de voir ce qu'on va choisir de retenir de cette crise. On voit déjà actuellement des débats idéologiques. Euh, Beaucoup de gens voudraient souligner la vulnérabilité de nos systèmes économiques du fait de la mondialisation et donc prôner la relocalisation. Évidemment que les ultralibéraux dont l'ambition est d'optimiser et donc d'avoir les meilleurs profits possibles pour les entreprises, ils seront hostiles. Donc il y aura de part et d'autre une utilisation de cette crise du coronavirus Covid-19, sans doute pour justifier leur position. Et pour ce qui nous intéresse, nous, en terminale, ça aura un impact assez direct, l'idée qu'on se fera de la manière dont la crise a été gérée, sur ce que nous devons penser du modèle chinois. Alors, je vous ai proposé une étude de document sur cette couverture de The Economist. Comment la Chine voit le monde. Alors, je ne vais pas faire l'exercice aujourd'hui et répondre à votre place à toutes les questions qui vous sont posées, mais il est évident tout de même, je vais vous le faire remarquer, que ça n'est pas réellement ce dessin comment la Chine voit le monde. C'est un dessinateur qui imagine comment les Chinois voient le monde. Donc il faudra prendre un peu de distance par rapport au document et voir que l'intention est sans doute critique. Il s'agit plutôt d'une caricature. The Economist n'est pas un journal chinois, c'est un journal britannique. Comme le nom l'indique, il s'intéresse beaucoup au business. C'est un journal d'inspiration libérale, donc on n'est pas obligé d'adhérer à l'idéologie très pro-entrepreneuriale, très start-up nation, on dirait en France. Mais comme tous les bons journaux britanniques, The Economist, c'est un journal qui fait preuve d'humour et qui est assez agréable à lire, qu'on soit d'accord ou pas avec ses propos. C'est un journal qui est assez fréquemment accusé de faire du French bashing d'ailleurs. Parce que souvent, pour The Economist, l'homme malade de l'Europe, eh bien, c'est la France qui, évidemment, est un pays encore un peu trop socialiste aux yeux de cet organe de presse, donc très très libéral et qui est évidemment un journal partisan de la mondialisation. Alors, il sera intéressant pour vous de repérer sur ce dessin, même les écritures, encore qu'elles ne soient pas très lisibles. Et vous verrez par exemple que la statue de la liberté, je crois qu'on le voit bien là quand même, eh bien, elle a un petit panier à la main, un peu comme une dame qui ferait la manche à l'église, vous voyez. Et le début de la pancarte, c'est please quelque chose, autrement dit, on voit la statue de la liberté qui mendie. Quant au canyon qui est à ses pieds, une flèche Wall Street. Alors, vous voyez que Wall Street est représenté comme un canyon, comme un trou. Et puis la statue de la liberté, elle fait la manche. Alors ça montre que pour le dessinateur de cette couverture, évidemment, les Chinois voient l'Amérique comme une mendiante, ce qui est quand même assez surprenant. Et il y a d'autres grandes puissances, entre guillemets, qui sont un peu effacées par cette vision du monde qu'aurait la Chine d'après le dessinateur. Alors c'est une caricature, il y a de l'exagération bien sûr, et il y a de l'humour là derrière. Mais malgré tout, vous voyez, votre travail sera de vérifier ce qu'il y a de vrai ou de pas vrai. Et vous voyez que ce chapitre donc pourrait se terminer là-dessus, sur la Chine. C'est-à-dire que la boucle serait bouclée après avoir fait l'émergence donc de l'ère asiatique au point de vue économique. On en viendrait à parler de l'influence politique de la Chine dans le monde, ce qui est un sujet qu'on a déjà abordé en histoire. Bon, alors très vite, je vous donne le plan du cours qui sera mis en ligne aujourd'hui. Donc sur la question de la croissance de l'ère asiatique, la croissance démographique d'abord. Donc, je vous le disais, l'Asie c'est un continent de plein, de grands foyers de population. Il y a plus d'un être humain sur deux qui vit dans les principaux foyers de population de la planète. Hein. Lui tout seul, euh, le foyer est-asiatique, c'est le quart des habitants de la Terre. Le foyer sud-asiatique, c'est l'autre quart. On va dire que presque 60% des êtres humains vivent sur 20% ou 25% des terres émergées et que les densités asiatiques sont très élevées. 140 mètres carrés, 150, c'est le triple de
parce qu'il y a des zones très agglomérées et puis des zones vides malgré tout. Alors, l'évolution de la population en Asie, je vous le disais, aujourd'hui est assez ralentie, mais elle a longtemps été explosive. Et actuellement, donc, on a en Asie les deux grands pays milliardaires en habitants, la Chine et l'Union indienne. Il y a énormément d'États qui, dans la zone, dépassent les 100 millions d'habitants. Il y a par ailleurs certaines îles indonésiennes qui sont vides, certains au plateau au Tibet qui sont inhabités. Donc c'est un continent à la fois très dense, très peuplé, mais avec une forte discontinuité du peuplement et ces grandes vulnérabilités. Et là encore, la plupart des grandes villes et la plupart des zones denses sont en bord d'océan, en bord de mer, et on sait bien que, ne serait-ce qu'à cause des tsunamis qui ont lieu régulièrement, qui sont assez médiatisés, c'est une implantation qui expose à des risques majeurs. Donc la Chine, autour d'1,4 milliard d'habitants, et le pays le plus peuplé par l'Inde. Ensuite, il faut penser à l'Indonésie, qui a plus de 250 millions d'habitants, pardon, qui par parenthèse est le plus grand pays musulman au monde. Vous savez que les musulmans sont majoritairement des non-arabes et que notamment beaucoup d'entre eux sont asiatiques. Le Bangladesh fait partie des grandes puissances mondiales également. Il y a des États à côté de ça très peu peuplés. Pardon, peut-être même pas 800 000 habitants au Bhoutan par exemple. Il faut aussi, peut-être, pour vous qui êtes des lycéens français, trouver un équivalent de la France en Asie. Et un pays qui a à peu près la même taille, le même nombre d'habitants, qui peut-être aura bientôt le même PIB, c'est la Thaïlande. Il est intéressant de voir qu'à l'échelle du monde d'aujourd'hui, la France est quand même une des grandes puissances mondiales, encore au moment où nous parlons. Ben c'est un pays qui est talonné par la Thaïlande. La Thaïlande est presque aussi grande, aussi peuplée, et a une croissance économique qui lui permet d'espérer rattraper le PIB de la France dans les 50 ans à venir. Donc, une des raisons du regroupement des États européens, c'est de faire face justement à l'émergence asiatique. Alors, c'est un continent, deuxième point, donc vous voyez, très peuplé, mais avec des fortes disparités. Deuxième point, c'est un pays de très forte urbanisation, avec notamment des pays très urbains, très citadins, comme la Corée du Sud, le Japon, ou même la Malaisie, où se trouve une grande métropole qui s'appelle Kuala Lumpur. Même la Chine est devenue majoritairement urbaine dans les années 2010, alors qu'en Chine, il y a des passeports pour les déplacements intérieurs et que beaucoup de travailleurs sont des ruraux tolérés en ville tant qu'il y a de l'emploi et renvoyés chez eux quand il n'y en a plus. Alors, les opérateurs de téléphonie mobile en Chine auraient perdu 22 millions de comptes à cause de la crise du virus. C'est énorme. Et évidemment, certains ont dit c'est 22 millions de Chinois qui sont morts, on nous a menti. Mais il semblerait que ce soit surtout des ruraux qui ont deux numéros de téléphone. Un qu'ils utilisent en ville quand ils travaillent et un autre quand ils sont chez leurs parents avec leurs enfants éventuellement à la campagne. Eh bien, si ces personnes ne peuvent plus retourner dans les villes parce qu'il n'y a pas d'emploi pour eux en ce moment ou parce qu'elles sont confinées, forcément, ils n'ont pas renouvelé leur abonnement téléphonique. Mais tout ça pour dire que la liberté de se déplacer en Chine est faible, que beaucoup de Chinois sont maintenus un peu malgré eux dans les campagnes et que malgré tout, la Chine est devenue majoritairement urbaine en 2010. Après, c'est la Chine. L'échelle urbain-rurale en Chine, c'est assez compliqué aussi. Il y a beaucoup d'espaces très denses en Chine, avec plusieurs centaines d'habitants au kilomètre carré, qui, du point de vue chinois, sont considérés comme ruraux. En France, on parle de périurbain et on classerait peut-être ces communes comme des communes urbaines. Alors, pourquoi est-ce que la ruralité en Chine et en Asie, alors même que ce sont des pays très peuplés, très denses, c'est parce que forcément, ces populations sont très denses depuis fort longtemps. Il a bien fallu les nourrir. Et si ces régions du monde sont très peuplées, c'est qu'elles sont très performantes en termes d'agriculture. Donc la production agricole a été déterminante dans l'histoire de la civilisation de ces régions du monde, comme pour tous les vieux foyers de population d'ailleurs. Et il est évident qu'un pays comme la Chine, par exemple, ou comme l'Inde, est un pays de paysans au départ. Donc encore aujourd'hui, surtout quand ce sont des agricultures assez labour intensive, sans trop de mécanisation, comme en Inde, la ruralité
joue un rôle important et une grande partie de la population est encore une population rurale malgré ces très très grandes villes. Alors, c'est un paradoxe. Si on prend la quinzaine des plus grandes villes du monde, 12 ou 13 sont en Asie. Tokyo est sans doute la plus grande ville du monde, même si Mexico en Amérique lui dispute cette palme. Et puis, il y a énormément de villes qui ont plus de 20 millions d'habitants, Delhi, Mumbai, Séoul. Et malgré tout, la Chine et l'Asie sont plus rurales que par exemple l'Amérique du Nord ou bien l'Europe. Donc vous voyez que potentiellement les villes asiatiques sont déjà les plus grandes villes du monde, elles pourraient être encore plus grandes, ne serait-ce que si par exemple en Chine il y avait une vraie liberté de circulation et d'installation. Bien, les problèmes que pose donc le peuplement très mal réparti mais très dense globalement de l'Asie, c'est évidemment la question alimentaire. Bon, elle a été résolue par la Révolution verte, programme de secondes que je ne vais pas vous refaire. Hein. Les Asiatiques arrivent globalement à nourrir leur population. C'est plus difficile de fournir de l'eau potable de bonne qualité à tout le monde. Mais il y a un problème causé quand même par cet excès d'habitants, notamment dans les campagnes, c'est l'exode rural qui conduit à un entassement dans les villes, et il y a beaucoup de ce qu'on appelle les bidonvilles en français en Asie. Donc ça n'est pas vrai en Chine parce qu'il y a une contrainte politique, mais dans les autres pays, le problème des campagnes qui nourrissent les villes en provoquant un afflux, disons, de population dans des quartiers informels, c'est un problème de sous-développement que les États asiatiques ont à gérer. La moitié de la population urbaine asiatique vivrait dans des habitats informels de type bidonville. Il y a des millions de personnes d'ailleurs qui n'ont pas de logement en Inde. C'est assez connu, les mendiants en Inde. Mais même au Japon, pays très développé, comparable au nôtre, les sans-abri se sont multipliés ces dernières années. Alors c'est vrai d'ailleurs en Europe également, mais c'est encore plus spectaculaire peut-être. D'un point de vue plus structurel, la population de l'Asie est non seulement très très importante, mais elle est donc souvent pauvre en ville, notamment dans les quartiers périphériques. Mais en plus, elle a deux problèmes un peu spécifiques. Alors il y a son vieillissement accéléré, c'est-à-dire que dans un pays comme la Chine, avec un enfant par femme à peu près, on a des problèmes de vieillissement de la main-d'œuvre comme au Japon ou en Europe, et des inquiétudes sur le financement des retraites. Vous voyez que c'est un peu paradoxal, mais la Chine a des problèmes à moyen et long terme qui sont assez proches des nôtres. Et puis il y a un déficit de femmes en Asie qui est assez typique du continent. C'est un des continents où les femmes sont les plus maltraitées. Et quand on fait l'étude du sexe ratio, le rapport entre les deux genres, hein, eh bien, évidemment, il y a énormément de pays asiatiques où les femmes sont tellement maltraitées qu'elles sont victimes de surmortalité. Alors, les infanticides, les abandons, les violences conjugales, et même l'insécurité qu'il y a pour une femme à se déplacer, par exemple en Inde, hein, sans risquer de se faire agresser, voire tuer. Il manque énormément de femmes dans la pyramide des âges des pays asiatiques. On estime qu'il manque au moins 100 millions de femmes dans la population des pays d'Asie, dont un quart rien qu'en Inde. Donc ce sont des populations qui sont trop masculines par rapport à ce qu'elles devraient être, encore assez pauvres, et puis mal réparties et vieillissantes. Autrement dit, l'Asie est quand même un démographique assez important à gérer, ce dont les Chinois sont assez conscients. Ils savent très bien que eux-mêmes sont un pays atelier, ils ont bénéficié de nombreuses délocalisations, mais que dans l'avenir, ils auront un peu moins de main-d'œuvre, un peu moins de souplesse de ce point de vue-là. Il faudra trouver un autre modèle. Alors, donc, vous voyez, il va falloir limiter la croissance de la population. Il fallait limiter la croissance de la population pour nourrir tout le monde. Ça a été fait, mais du coup, maintenant, il y a un vieillissement. Il fallait lutter contre la pauvreté dans les villes. Malgré le développement économique, la pauvreté résiduelle est encore très importante. Et il faudrait certainement promouvoir une société plus égalitaire avec moins d'infanticide et moins de brutalité envers les femmes. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de progrès. Alors on le sait de manière un peu caricaturale en Europe, puisque
par exemple dans la péninsule indo-chinoise, hein, il y a un tourisme sexuel qui s'est développé pour profiter du fait que les femmes sont assez maltraitées dans ces pays et que, par exemple, une prostituée de 20 ans est une vieille prostituée. Donc vous voyez des, des mentalités à changer, les gouvernements s'y attellent, il y a beaucoup de lois très répressives, euh, d'ailleurs pas seulement contre le mauvais traitement envers les femmes ou la prostitution des jeunes filles, hein, mais par exemple contre la consommation ou le commerce de drogue. On a beau en entendre parler épisodiquement parce que tel ou tel occidental en voyage ou en transit dans ces pays est arrêté parce qu'il a commis un crime localement, on ne peut pas dire que ces problèmes-là soient complètement résolus. Même si, évidemment, il semblerait qu'il y ait des progrès. Et on en entend parler de plus en plus par la production culturelle même de ces États. Alors ça fait longtemps par exemple que les mangas et les journaux et les romans japonais ont une certaine audience internationale. On voit maintenant c'est le cas des productions culturelles de la Corée, hein. Alors je ne sais pas si la K-pop a vraiment une influence sur les mentalités et la représentation du monde qu'on peut avoir, mais puisque je vous ai montré une photo de Séoul tout à l'heure, ça fait un peu penser au succès récent de Parasite, qui est un film sud-coréen qui montre les bas-fonds de la société sud-coréenne et d'ailleurs les défauts d'un urbanisme qui a été assez proliférant. Alors donc là, le défi de la population, c'est d'arriver à développer, si vous voulez, la population. Pas la faire croître, mais lui donner de meilleures conditions de vie et d'éducation et améliorer donc le traitement des citoyens, le bon traitement des citoyens. Alors, le deuxième point, c'est la croissance économique. Alors, le mécanisme de la croissance économique, c'est le mécanisme dit de vol d'oies sauvages qui a inspiré le développement de l'Asie. Il s'agit d'une imitation du modèle japonais. Alors, il y a des estampes assez célèbres qui montrent ce que c'est qu'un vol d'oies sauvages. Nous qui sommes basques, le logo de Quicksilver s'inspire d'une image japonaise sur laquelle on voyait le mont Fujiyama et un vol d'oies sauvages. Alors, il faut imaginer trois courbes successives, ascendante, palier, descendante. Alors, dans un premier temps, les Japonais remarquaient qu'ils importaient de plus en plus un certain produit manufacturé. Et bien, ils se disaient, on va fabriquer ce produit chez nous, sous licence par exemple. Et il s'agit donc d'une politique de substitution des importations. Donc, on augmente toujours les importations d'un produit, on se met à le fabriquer sur place. Alors, du coup, puisque ce produit est fabriqué sur place, les importations ralentissent, on atteint un certain palier. Les produits localement, fabriqués localement, sont plus vendus, commercialisés en grande quantité. Euh, et à un moment, les deux courbes se croisent. Donc, d'abord on importe, puis on importe moins, ensuite on produit, et dans un troisième temps, il s'agit cette fois-ci d'une politique de promotion des exportations, on se met à exporter ce produit. Donc vous voyez, un mouvement qui chronologiquement se passe en trois temps. Il y a trois courbes successives en cloche, on pourrait dire. Premièrement, l'importation d'un bien manufacturé. Deuxièmement, la production locale. Troisièmement, la promotion des exportations. Alors c'est possible parce qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. D'abord, une remontée de filière, c'est-à-dire qu'au départ, par exemple, Honda voit qu'on consomme, on importe des motocyclettes ou des vélomoteurs au Japon. Il dit tiens, je vais faire la même chose, je vais acheter des licences pour fabriquer ces produits sur place et les vendre au Japon. Et puis ensuite, il commence à inventer ses propres modèles et il finit par développer des automobiles ou des motos de meilleure qualité que celles qu'il importait au départ et il les vend à l'extérieur. Donc il y a une politique de ce qu'on appelle la remontée de filière pour maîtriser la technologie et faire des produits de qualité toujours meilleure. Et puis il y a un deuxième volet qui explique le succès de la stratégie de développement en vol d'oies sauvages, qui est un deuxième volet beaucoup moins glorieux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché au Japon, en l'occurrence, d'avoir pratiqué du dumping. Et ce qu'on appellerait aujourd'hui d'être les champions de la concurrence déloyale. Alors en fait, dans le premier temps du développement de la stratégie en vol d'oies sauvages, c'est évident que pour vendre localement les produits au lieu
de continuer à importer. Donc pour substituer aux importations des produits locaux, les autorités ont intérêt à mettre des taxes douanières protectionnistes. Un peu ce que fait Trump actuellement aux États-Unis, met des barrières pour protéger son industrie locale, et c'est quand même quelque chose en développement. Dans un deuxième temps, pour augmenter la production et faire disparaître totalement les importations, il y a sans doute des pratiques un peu plus illicites, un peu plus scandaleuses, c'est-à-dire que pourquoi ne pas vendre à perte si c'est pour éliminer la concurrence et se rattraper ensuite? Ça, c'est le deuxième temps, celui où les importations finissent par disparaître. Et puis pour conquérir des marchés extérieurs, là encore, il y a eu des méthodes commerciales assez agressives. Ça, plus le recours à l'espionnage industriel, d'une manière assez concertée avec l'aide des organismes d'État, ça a été, disons, de nature à décrédibiliser un peu, d'un point de vue moral, ce modèle de développement en vol d'oies sauvage. Et pourtant, il a été d'une redoutable efficacité. Et le Japon l'a fait chez lui, ça a été un peu copié ailleurs. Donc, promotion des exportations. Dans un troisième temps, on commence par substituer aux importations une production locale. Ensuite, les Japonais ont fait ce qu'on appelle de la production offshore, c'est-à-dire qu'ils ont délocalisé. Et notamment, les Japonais ont beaucoup délocalisé en Chine. Alors, ils ont fait produire en Chine des pièces, par exemple, qu'ils ont continué à assembler chez eux, ou bien des produits dont ils ont conservé la conception et la commercialisation. Alors, ce qu'on appelle le reverse import. Autrement dit, le développement en vol d'oies sauvage, dans un quatrième temps, c'est plus vraiment le vol d'oies sauvage, c'est ce qui se passe ensuite, annonce un peu les pratiques de la mondialisation, les pratiques, par exemple, d'Apple, puisque les Japonais ont fait fabriquer en Chine des produits qu'ils réimportaient chez eux pour les vendre très cher sur le marché local. C'est exactement ce que fait Apple avec son smartphone. On fait fabriquer des pièces à droite ou à gauche, on assemble en Chine, mais on ne vend pas ça aux Chinois, on le vend aux Nord-Américains, voire aux Européens, et on dégage un très gros bénéfice. Donc, substitution des importations, production locale, promotion des exportations, et après délocalisation et reverse import, c'est-à-dire réimportation. Voilà le modèle japonais qui a été donc très imité par les voisins. Alors, avec des nuances, la Corée du Sud, par exemple, dans le contexte de guerre froide, a été beaucoup aidée par les États-Unis et les Occidentaux. Donc elle est passée directement à la promotion des exportations. Elle n'a pas eu besoin de bâtir son développement économique sur son marché intérieur, qui au départ était beaucoup trop faible. De même, la Chine a beaucoup plus misé sur les exportations que sur le développement de son marché intérieur. Et à contrario, l'Inde a une économie qui est plus tournée vers le marché intérieur que vers l'exportation. Néanmoins, vous voyez que le modèle chinois a tellement bien fonctionné qu'il est inspirant pour les autres. Et donc, à côté du Japon, il y a eu les dragons qui se sont développés, qui sont sortis du sous-développement. Donc des pays qui sont les prototypes de ce qu'on appelle les pays émergents. Et puis, il y a la Chine, qui elle est le prototype des puissances émergentes, c'est-à-dire des pays émergents suffisamment importants pour compter déjà dans le monde. Et on les appelle souvent les puissances ascendantes. Alors c'est le point suivant du cours, c'est-à-dire le Japon et la Chine, quelles sont les concurrences régionales qui les opposent et quelles sont leurs ambitions mondiales. Alors c'est là, vous voyez, que sans doute il va falloir ajouter un point au chapitre, parce que vous avez des évolutions récentes, et je ne dis pas qu'il faut intégrer forcément l'actualité de l'année, mais enfin, donc il est évident que, comme on l'a vu aussi en histoire, la politique agressive de la Chine à l'égard de ses voisins est un fait nouveau. Son installation d'une base militaire en Afrique est un fait nouveau aussi. Et donc on s'est un peu trompé sur les ambitions mondiales de la Chine. Il faut les réviser à la hausse. Il est évident qu'il y a un potentiel hégémonique de la part des Chinois qu'on a un peu sous-estimé. Alors, dans cette deuxième partie, on verra que la Chine et le Japon sont de très grandes puissances économiques mondiales, au deuxième et troisième rang. Alors, le plus gros, c'est la Chine, mais le plus performant, c'est sans doute le Japon. Ensuite, leurs influences dans le monde respectives sont assez inégales. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui a le
avec les routes de la soie, hein, notamment l'influence extérieure la plus spectaculaire. Et puis la Chine comme le Japon ont des limites, hein, des signes de fragilité et de faiblesse qui sont assez convergents. Donc leur difficulté à s'entendre avec leur voisinage, mais aussi et peut-être surtout le vieillissement de leur population et une certaine fermeture à l'égard du reste du monde. C'est-à-dire que les Japonais ont un petit peu exporté de population, les Chinois ont une vraie diaspora, mais ce sont des États qui ont du mal à accepter la présence de populations étrangères, euh, notamment le Japon qui est insulaire. Et enfin, on pourrait conclure en se demandant si le Japon et la Chine sont des gagnants de la mondialisation, si l'ère de puissance asiatique est vraiment l'ère gagnante dans la mondialisation, et est-ce que finalement tout le monde y gagne. Alors, on ne va pas faire une étude trop politique ni sociale, mais puisqu'on est en géographie, il faudra regarder quel type de territoires sont les territoires gagnants et quel type de territoires sont un petit peu marginalisés en Asie par la mondialisation. Donc je vais vous mettre un cours en ligne incessamment sous peu, là, peut-être aujourd'hui ou demain. Vous avez jusqu'au 16 avril pour faire le texte sur la Chine. Et donc, pour peut-être vous donner un petit coup de main juste avant que vous le restituiez, ou éventuellement pour en parler après que vous l'ayez déjà vendu, mercredi prochain, je vous suggère de faire une conférence à 9 heures, puisque le lundi, c'est le lundi de Pâques, donc je ne ferai pas de flux vidéo. Et on n'a pas vraiment essayé de faire une conférence. Alors vous voyez que vous n'êtes pas toujours très nombreux à venir pendant la diffusion en direct. Donc si on est moins d'une dizaine, c'est assez facile de discuter d'un document ensemble. Je ne sais pas quel moyen on pourrait utiliser parce que la classe du CNED, que je ne connais pas, certains collègues m'en disent beaucoup de mal et d'autres en sont satisfaits. On peut aussi bien utiliser Zoom ou un autre logiciel de visioconférence. Alors, si vous-même vous avez des suggestions, quelque chose que vous connaissez qui marche bien, vous pouvez me l'indiquer par un commentaire ou un mail. Je vous donnerai le rendez-vous de toute façon la semaine prochaine en disant voilà, mardi à 9 heures, visioconférence, connectez-vous en utilisant tel ou tel lien. Et comme je vous le disais, peut-être on pourrait corriger ensemble comment la Chine voit le monde. Je ne vous donnerai pas de travail pendant les vacances de Pâques, les pseudo-vacances de Pâques, hein, fin avril. Et on verra début mai si on peut reprendre la classe normalement ou non. Je pense que avec vous, les TS, on terminerait en mai, que ce soit en virtuel ou en présentiel, le cours d'histoire sur les échelles de gouvernement, puisque finalement je l'ai reporté à plus tard. Donc en gros, il suffirait de quelques semaines, une ou deux sans doute, pour étudier le fonctionnement de la gouvernance européenne et aussi comment le pilotage de la mondialisation s'est fait depuis les années 70. C'est les deux chapitres qui restent. Donc ce serait bien de reprendre en mai, comme ça on terminerait vraiment le programme en mai. Et en juin, on pourrait faire des évaluations parce que je crains fort que ce que le ministre souhaite, en gros, c'est une espèce de bac maison qui serait mise en place au niveau des établissements scolaires, donc en juin. Et donc ce sera peut-être pas très agréable pour vous, mais bon, ça doit être gérable hein, si on ne vous impose pas des conditions trop difficiles. Alors je rappelle à tout le monde que votre manuel numérique est disponible gratuitement grâce aux éditeurs. Je vous ai mis un lien dans le cahier de texte, que donc vous pouvez le lire, votre manuel, pas seulement consulter quand je vous donne un exercice, mais le lire pour vous instruire et vous cultiver. Et de la même façon, peut-être vous l'avez vu par vous-même, tous les anabacs sont mis à disposition gratuitement par l'éditeur. Donc vous pouvez vous entraîner aux exercices que vous n'aurez pas donc dans le cadre du bac solennel, mais que certainement les collègues vous donneront à faire en classe. Donc je ne sais pas si vous y gagnez grand-chose, à part d'être corrigé par votre prof et pouvoir peut-être compter qu'il n'est pas de son intérêt de vous mettre de mauvaises notes. Bon, alors, de toute façon, vous étiez la dernière génération avant la réforme.
Donc je pense que vous ne souffrirez pas trop d'une mauvaise réputation de ce baccalauréat. Ce sera au contraire le dernier qui aura sanctionné un système d'enseignement par filière et paraîtra sans doute plus fiable aux employeurs, au moins dans un premier temps. Et par rapport aux jeunes générations, vous aurez eu un petit peu moins d'incertitude sur votre scolarité. Alors, le projet géopolitique de la Chine, c'est de devenir une puissance dominante. C'est le point important dans une conclusion, parce que c'est Xi Jinping et parce que c'est une rupture non seulement avec les ambitions précédentes affichées par la Chine, mais avec les ambitions de tous les autres pays du continent. Puisque les Japonais ont toujours dit, quand on les accusait de vouloir supplanter l'influence américaine dans les années 80-90, que ça n'était pas raisonnable, qu'ils n'avaient pas d'intention hégémonique, que le 21e siècle serait américain comme le 20e. Les Indiens sont très loin de ce genre de préoccupation, mais la Chine se voit bien comme puissance, disons, pionnière, je ne veux pas dire dominante, mais comme première puissance mondiale. Dans la mentalité chinoise, c'est un retour à la normale. Et c'est l'épisode de la révolution industrielle et de ses suites qui est comme une sorte de parenthèse, puisque la Chine est le pays le plus peuplé et le plus puissant du point de vue de la Chine depuis toujours. C'est aussi un des États, sinon l'État le plus ancien. Et c'est vrai que les Chinois ont un peu l'impression que tout a été inventé chez eux et que voilà, ils retrouvent aujourd'hui un rôle prépondérant qui est naturel. Alors, vous voyez, cette ambition donc de la Chine d'avoir un rayonnement mondial, elle tient à des faits, c'est-à-dire que de toute façon, ce qui se passe en Chine nous impacte tous. On le voit avec cette épidémie, mais c'est vrai au point de vue économique et culturel aussi. Et puis, elle tient, c'est ça le fait nouveau, à une volonté. Bon, et donc, il y a de la part de l'État chinois une volonté indéniablement de supplanter d'autres puissances en termes d'influence. Donc on l'observe notamment en Afrique, pour faire le lien avec le chapitre précédent, et dans la zone saharienne et sahélo-saharienne notamment, où les Chinois marchent un peu sur nos plates-bandes traditionnelles. Alors je vous laisse et je vous souhaite donc de bien travailler jusqu'à la semaine prochaine. Et donc faites passer l'information. Ceux qui voudraient qu'on discute de choses et d'autres, rendez-vous mercredi prochain. Alors moi j'aurais prévu certainement quelque chose de mon côté, mais ça peut être aussi vous qui avez des questions à poser sur tel ou tel point du cours. Allez, bonne journée, au revoir.